France Maghreb 2. Le grand forum, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus jusqu'à 18h en ce mercredi 20 novembre. On va parler de la police. Oui, parce que la police menace de rejoindre le mouvement du 5 décembre. Du coup, on se demande si le pays va être ou risque d'être paralysé. C'est la question que l'on vous pose et visiblement, à en croire les réponses que vous nous avez données sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, vous allez pouvoir aussi nous appeler dans un instant. Eh bien, vous pensez que oui, le pays risque d'être paralysé le 5 décembre prochain. Reste à savoir combien de temps ça va durer, qui va participer. En tout cas, pour l'instant, on est au stade de menace pour ce qui est de la police. Pour en parler avec moi aujourd'hui, Céline Bory. Bonjour Céline. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, Monsieur Philippe Bouriaki, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Deuxième jour ensoleillé, c'était notre deuxième hommage aujourd'hui à notre pote Patrick. Et Patrick, de là où tu es, tu aurais été super fier. Il y avait ce que tu voulais, tes copains, ta famille, de la bière et de la musique. Je précise, et on en parlera tout à l'heure dans le quiz, qu'hier il y a eu réclamation et que nous avons dû procéder au VAR. Et effectivement, il y a eu un petit souci sur la première question notamment, et notre ami Philippe Bouriaki voilà, a été perturbé, s'est arrêté de jouer. Donc voilà, il y a eu réclamation. Donc sachez que le VAR a été observé à l'issue du quiz et effectivement on a conclu que effectivement le point n'était pas accordé comme il était indiqué à Rudy. Voilà. Bon. Alors, mais il faut préciser que moi, la réclamation, elle est intégrale et elle m'a été refusée. Pour l'instant, oui. Pour l'instant. Alors, je demande aux auditeurs et aux auditrices, d'ailleurs, qui peuvent nous suivre en live sur le Facebook du Grand Forum. Absolument. Ouais, voilà, ça y est, c'est parti à partir d'aujourd'hui. C'est un premier, et puis j'espère que vous serez nombreux et nombreuses, comme ça on pourra continuer. Mais je demande l'annulation pure et simple du résultat d'hier, parce que, comme je l'ai dit, le delta, puisque normalement la règle, c'est si on répond avant la fin, on a un point négatif. Du coup, on a dû changer et modifier la règle. Voilà, pour faire plaisir à monsieur Abdeslam Itache. Non, les ramifications de ce monsieur faire plaisir à monsieur Bouriaki sont extraordinaires. Ben non, mais si on veut faire plaisir à monsieur Bouriaki, c'est très simple. On laisse la règle telle qu'elle était, et donc hier, au commencement, j'ai +1, et Abdeslam Erudi avait -1. Donc il y a un delta de 2, et Abdeslam Itache a mis 2 points victorieux, donc il serait à +1, plus mon point victorieux. J'ai gagné hier. Et encore une fois, c'est la 4e fois qu'on me vole. Donc ça suffit. Ça suffit. Effectivement, ça suffit. Céline, t'as compris? Je pense que très souvent le quiz est un objet de débat dans cette émission, et on a du mal à se mettre d'accord sur. Et puis je sais qu'il y en a à qui ça tient particulièrement à cœur. Je vais instaurer une nouvelle règle à partir d'aujourd'hui, et vous le verrez, il y aura plus de problème. Encore une nouvelle. Non, il y aura plus de problème. Moi, j'ai entièrement confiance en Christophe, en tout cas sur le suivi des scores. T'as vu comment ils sont dociles tes employés, hein. Merci beaucoup. Bon, alors, ça va faire débat, mesdames, messieurs, puisqu'on va parler de la police à l'issue de cette question du jour. Les syndicats de police qui menacent de se joindre au mouvement social. Doit-on craindre une paralysie du pays le 5 décembre prochain? Pour en parler avec nous, Christophe Crépin, qui fait partie des policiers en colère. Monsieur Christophe Crépin, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Merci de votre invitation. Vous aviez fait des réclamations au début des Gilets jaunes, je me souviens, je crois que c'était en janvier si je ne m'abuse, ou un petit peu plus tôt, et vous aviez obtenu satisfaction assez rapidement, sauf qu'aujourd'hui, visiblement, tout ce que vous aviez demandé, rien n'est arrivé, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai que notre ministre est le roi de la communication, mais au jour d'aujourd'hui, ma parité syndicale, nous avons décidé les premiers de rejoindre le mouvement. En effet, nous avons été écoutés, mais pas entendus. Donc, le 2 octobre de cette année, nous avons fait une manifestation, tout corps confondu, tout syndicat confondu, pour attirer l'attention de notre gouvernement sur les problématiques que nous rencontrons. Nous n'avons pas été entendu. Maintenant, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure de 10h à 15h. Nous allons rejoindre les mouvements en cours. Alors c'est un ultimatum que vous lancez clairement au gouvernement et au ministre Christophe Castaner. C'est pas un ultimatum, on lui fait savoir que nous ferons notre obligation de retrait, c'est-à-dire que nous rejoignons intellectuellement les gens
qui sont dans la rue le 5 décembre. Tout le monde défile, tout le monde est vent debout par rapport aux réformes. Et on ne veut pas laisser notre statut spécial bafoué. Mes collègues ont un métier qui est extrêmement difficile. Ils ont des heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées. On les prend comme corvéables à Massy. Et puis, on fait pas la mendicité, on travaille, on a un statut spécial. On est là au service des Français également. Et ça, je le rappelle, les Français, pour nous, sont très importants. On pense réellement qu'on a besoin d'avoir ce rapprochement police-population. Nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes nous-mêmes des gilets jaunes. Nous avons aussi des problèmes pour finir les fins de mois. Et donc, le gouvernement nous a pas entendus. Charge à lui d'en tirer les conclusions. Quelles sont les revendications principales aujourd'hui des policiers et les policiers en colère dont vous faites partie ? Le statut spécial, la réforme des retraites, qu'on lutte efficacement contre les suicides, les heures supplémentaires qui nous étaient promis d'être payées, on nous a obligés de les faire. On les a pas fait parce qu'on voulait les faire. On nous a obligés de faire des heures supplémentaires parce qu'on travaille à flux tendu, parce que mes collègues n'en peuvent plus. Et tout ça, évidemment, les collègues qui ont une haute estime de la République, quelquefois ils sont obligés de mettre fin à leur jour. Tous ces problématiques font que réellement on a vraiment besoin d'avoir une reconnaissance de notre gouvernement. Et puis, il faut arrêter de nous éloigner contre les Français. Sérieusement, est-ce qu'on est là pour taper sur les Français? Bien sûr que non, on est là pour avoir... la répression, c'est sûr qu'on est obligé de la faire. Quand il y a des problématiques, quand on a des casseurs qui viennent, quand on a des gens qui mettent à mal la République. Mais on ne doit pas s'éloigner des Français. Nous sommes des Français. Nous avons des problématiques. Nous-mêmes, nous n'arrivons pas à finir les fins de mois. Et j'ai pas honte de le dire. Monsieur Crépin, une petite question par rapport à ce qui s'est passé samedi. La préfecture de police qui a autorisé une manifestation place d'Italie où en ce moment il y a des travaux, donc des engins de chantier qui étaient à disposition effectivement des casseurs. Est-ce que c'était la bonne solution? Alors, déjà, c'est bien qu'ils aient accepté la manifestation parce que c'est important que le droit de manifester, qui est un droit fondamental de notre pays, soit là. Maintenant, le parcours, je ne sais pas s'il était judicieux ou pas, ça fera peut-être le débat d'une enquête administrative. Ouais. Monsieur Crépin, j'ai une question à vous poser, justement, oui, concernant cette manifestation. Vous qui êtes un professionnel du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, et j'entends bien qu'il faut protéger toute la nation, et y compris les citoyens français. En vérité, j'ai deux questions. La première, c'est comment est-ce possible que des black box ou des casseurs puissent venir infiltrer, s'introduire dans un défilé autorisé, un rassemblement autorisé, alors qu'on sait que tout autour, vos équipes, vos collègues de la gendarmerie nationale ainsi que de la CRS, de la BAC et de la BRAV étaient en position d'étanchéité totale. Première question. Deuxième question, je suppose que vous avez dû voir comme nous cette scène où un groupe était rassemblé de manière complètement pacifique, en train de discuter, et une grenade lacrymogène arrive en projectile direct, frontal, et percute le visage d'un manifestant pacifique et qui perd son œil. Comment ces deux choses-là ont pu arriver? Un nouveau éborgné. Un éborgné de plus. Alors, la première chose, pour répondre à vos auditeurs et à vous-même, concernant la présence de Black Bloc, on a affaire à des individus qui sont quasiment mondialisés, qui ne viennent dans ces manifestations que pour créer la perturbation et vraiment exercer des violences. Ouais. Dans la mesure où la manifestation avait été autorisée et dans la mesure où il n'y avait pas particulièrement le service d'ordre, ils n'ont pas des difficultés à s'infiltrer. Ils prennent les maillons faibles des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ils arrivent, ils préparent déjà leur action. Le seul but, c'est que on fasse parler d'eux. Et ça, c'est dommage parce que ça enlève l'intégralité des revendications qui, pour nous, France Police, sont des revendications légitimes. Monsieur Crépin, c'est Philippe après. Bonjour. Bonjour. J'entends bien ce que vous me dites, mais regardez, en l'espace de moins d'une heure, on a un circuit complètement étanche, donc n'importe qui peut rentrer et sortir, et puis d'un seul coup, il devient complètement hermétique et tout le monde s'est retrouvé nassé. Comment se fait-il qu'en amont, on n'était pas en position hermétique et qu'on puisse contrôler les gens qui auraient pu poser et qui ont posé problème après? C'est ça que je m'interroge. On a affaire à des professionnels des guerriers urbaines, en fait. C'est ça le problème. Ouais. C'est que nous, on peut avoir quelques failles, mais on a affaire à des gens qui sont vraiment des professionnels. Alors, j'entends ce que vous me dites, mais au moment de l'évacuation de la manifestation, puisqu'au bout de 2 heures, on a ouvert certaines poches à des endroits, à ce moment-là, on peut pas mettre des contrôles filtrants pour vérifier qui vient de sortir,
avec des scans. Philippe, ça a été fait parce que j'ai bien vu exactement que il filtrait les gens qui ressortaient. Mais c'est pas facile. Donc, vous savez, le maintien de l'ordre, c'est vraiment comme une opération chirurgicale. Il faut vraiment oui, mais vous êtes des professionnels, monsieur Crépin. Pour ça. Vous êtes des professionnels, monsieur Crépin, pour ça. Oui. Le maintien de l'ordre, normalement. Les Black Blocs, on arrive à les voir, nous, quand on regarde la télé. Vous n'arrivez pas à les voir, vous? Si, on arrive à les voir et on essaie de les interpeller. On a interpellé certains, mais ce sont des gens qui sont des professionnels de la déstabilisation. Je peux vous dire que c'est pas si facile que ça, parce qu'ils arrivent bien à se mélanger dans les gilets jaunes. Ils arrivent bien à se mélanger dans les manifestations, parce qu'il n'y a pas que les gilets jaunes. Hein. Oui, on les a bien vus pour la manifestation pour le climat, à chaque manifestation. Mais vous croyez pas qu'en disant que c'est des professionnels, là, on fait pas une injure à nos services de renseignement territoriaux? Alors, l'injure, c'est pas si facile que ça, mais en fait, non, les renseignements territoriaux font toujours un travail de bonne qualité, mais je peux vous dire que c'est pas si facile que ça d'anticiper ces gens-là qui viennent dans notre capitale ou ailleurs. Hein, il n'y a pas que dans la capitale, ils vont partout en fait. Hein. Alors concernant après le problème de la grenade, c'est vrai que là, franchement, il y a une enquête qui est ouverte, donc je vais pas m'apesantir beaucoup parce que je peux pas non plus expliquer tout, mais en fait le problème, j'espère que ça n'a pas été, enfin, je pense que ça n'a pas été balancé d'une manière délibérée. Maintenant, attention, ce sont des engins qui sont dangereux. Quand on manipule une grenade, c'est une grenade. Je pense que c'est une grenade des encerclements qu'il y a dû avoir pour faire évacuer. Moi, je ne saurais faire qu'une seule chose pour dire pour vos auditeurs, c'est que quand ça commence à chauffer, il faut pas rester sur place. On a déjà eu les problèmes à la Bastille. Oui, mais des fois, on n'arrive pas à sortir. On parle aussi d'un droit de... Vous l'avez évoqué vous-même, pardon. Bonjour, monsieur. C'est vous avez évoqué vous-même le droit de manifester qui prévaut. Et là, dans la vidéo, en l'occurrence, à laquelle Philippe fait allusion, dans laquelle on voit ce monsieur, malheureusement, qui est en pleine discussion, hein. Qui est en pleine discussion, qui est visiblement dans un endroit relativement calme, Non, il est en plein milieu de la place, là où avaient été commises les dégradations sur le maréchal Juin, en fait. Mais en fait, sur le fait, c'est déplorable. Parce qu'une vraie manifestation qui se passe bien, c'est quand il n'y a pas de blessés ni d'un côté ni de l'autre. Mais ça commence à faire beaucoup, monsieur Crépin. Monsieur Crépin, pardon, mais vous savez, il faut qu'on se parle quotidiennement dans cette émission. Ça commence à faire beaucoup au niveau des éborgnés, au niveau des blessés, aussi bien de votre côté que du côté d'ailleurs des manifestants depuis un an. Trop, c'est trop. Je veux dire, il faut que ça s'arrête. Mais bien sûr qu'il faut que ça s'arrête. C'est pas en montant la police contre les manifestants et les manifestants contre la police qu'on va trouver une solution. Qui est responsable, monsieur Crépin? La solution, ce sont le gouvernement. On n'est pas le bras armé du gouvernement, nous. Hein. On vous demande de faire de la répression comme il en est constatable tous les week-ends face aux gilets jaunes depuis un an. C'est ce qu'on vous demande. Les instructions sont claires et nettes. C'est la politique de la vitrine brisée. C'est-à-dire que il faut rien du tout qui se passe. C'est sûr qu'on doit, mais par contre c'est sûr qu'il est évident pour vos auditeurs que des gens qui viennent pour casser, des gens qui viennent pour... Là je mets complètement de côté le pauvre monsieur qui a reçu la grenade des encerclements. Je suis même pas sûr que c'est une grenade des encerclements. Et l'enquête, on verra ce que c'est. Mais en fait, on ne peut pas laisser la République vaciller parce qu'on a des individus qui veulent se mettre KO en France. Non, mais... Alors moi j'ai une question. Oui, Céline. Pardon. Céline. Je voulais savoir si vous pensez que les agents de la BAC sont compétents pour le maintien de l'ordre. Et formés. Formés aux manifestations, en fait. C'est réellement le couteau suisse de la police nationale. Les missions premières de la brigade anticriminalité, c'est quoi? C'est d'interpeller les auteurs de crimes ou de délits, en flagrant délit, et puis de lutter contre les petites insécurités quotidiennes. Oui. Mais, ils sont formés à certaines techniques. Maintenant, il est sûr que on a eu un flottement. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu un flottement, il n'y a pas eu d'instruction, mais maintenant, les vrais professionnels qui servent pour le maintien d'ordre, c'est les compagnies républicaines de sécurité et mes collègues gendarmes mobiles. Il y a un problème de formation, en fait, non? Il y a un problème de formation pour le LBD, par exemple. Il faut le dire à vos auditeurs. On a arrêté la formation. On a arrêté les formations depuis Sarkozy. Ah non, il fallait de la rentabilité à tout prix. Et ben voilà, on en paye le prix aujourd'hui. Un policier doit être formé en permanence à toutes les techniques. Vous voyez ce que je veux dire? Le LBD, monsieur Crépin. Dans les mains, même si elle n'est pas létale, en lui disant allez, vas-y, va tirer, va faire comme ça. Non, ce sont des armes. Ça peut blesser. Vous voyez bien les résultats. Bien sûr, monsieur Crépin de policiers en colère. La manipulation des LBD, par exemple. On voit que voilà, ça a été. Il y a eu beaucoup d'accidents avec ce système. Est-ce que justement dans les écoles de police aujourd'hui, on forme les nouveaux policiers à ce type d'armes? Bien sûr, les collègues sont formés au LBD, mais le LBD n'est pas une arme précise. Le problème, c'est que c'est une arme qui doit être
tenus en maintien de l'ordre dans des conditions qui sont bien particulières. Et aujourd'hui, c'est un peu dubitatif sur l'utilisation. Mais c'est une arme qui nous est essentielle. On ne peut pas faire du maintien de l'ordre sans du LBD. Mais Monsieur Crépin, alors donc, parce que c'est une arme non létale en fait, c'est ça. Maintenant, il va peut-être falloir revoir un petit peu le principe de LBD. Il faut réfléchir à ça. Justement, je rebondis sur ce que vous êtes en train de nous dire. Dans quelles conditions, pour vous, le LBD est-il nécessaire ? En légitime défense. En légitime défense. Parce que il vous aura pas échappé que beaucoup de mes collègues sont pris en guet-apens, en exultoire, qui sont obligés d'utiliser des armes non létales pour pas donner, pour pas aller plus loin, pour interpeller les individus et surtout pour repousser des hordes de sauvages. Parce qu'on a vraiment des gens qui sont vraiment là pour venir tuer des policiers. Le policier, quand il se défend en légitime défense, il lui faut de l'armement et du matériel qui permettent de ne pas tuer les gens en face. Alors, petite question par rapport au 5 décembre. Donc, votre appel à la grève. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, monsieur Crépin, non, mais moi, c'est pas un appel à la grève. Ma parité syndicale a décidé de rejoindre le mouvement. C'est clair et net. Hein. Ça, c'est clair. Pour vous, vous rejoignez le mouvement. C'est clair et net. Hein. Bon. Alors, nous, c'est clair et net. Hein. Alliance nous, on a décidé d'aller dans les cortèges, dans nos niveaux national, pour se joindre aux manifestants. Alors, moi, j'ai une dernière question. Oui. Ne craignez-vous pas, donc à cet appel, le fait de rejoindre les manifestants, ne craignez-vous pas que vous ne soyez pas les bienvenus parmi certains de ces manifestants qui ont pu manifester dans le cadre des Gilets jaunes et qui ont pu avoir à en découdre avec des forces de l'ordre? Mais madame, je vous assure que je parle avec vous, je parle avec tout le monde, je parle même avec des Gilets jaunes, je parle avec tous les citoyens français, avec tout le monde, avec toutes les communautés, avec tout le monde. Je vous assure qu'on sera les bienvenus, parce que c'est pas en essayant de nous diviser la population et la police, on va régler les problèmes, madame. Il faut du discours, il faut avoir une meilleure coordination entre tout le monde. On est là pour protéger tout le monde. Bien évidemment, les missions régaliennes seront effectuées, ça c'est sûr. Mais nous serons présents auprès des manifestants. Bon, et j'ai pas honte de le dire. D'accord. Et je suis fier d'être citoyen policier. Policier en colère, donc sera de la partie le 5 décembre. Avec eux. Ben, vous voyez bien que les revendications des gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les écoles, qui travaillent partout, on essaie de toucher à tout ça pour le profit. Ça suffit maintenant. Monsieur Crépin, j'ai une dernière question. Vous nous garantissez que très bien que vous serez de la partie et dans la rue auprès des manifestants. Donc déjà les pauvres gendarmes vont avoir beaucoup de soucis là du coup parce que non, mais en fait, eux ne peuvent pas. Nous on représente tout le monde, même les gendarmes, c'est-à-dire que on en a marre. Oui, ouais, mais alors du coup c'est vraiment un problème général. Je vais prendre le problème à l'envers ou la solution de votre problème, parce que vous manifestez aussi parce qu'on vous a promis 400 millions d'euros de vos heures sup, ce qui est normal, hein, c'est votre dû, c'est normal qu'on vous le donne. Puis in fine, vous vous êtes rendu compte que ce gouvernement vous a menti comme au reste de la population. S'il débloque ces 400 millions en urgence et que vous touchez votre droit et qu'ils mettent un plan Marshall pour la police en vous comprenant au maximum, vous serez toujours dans la rue ou est-ce que vous allez nous abandonner en cours de route? Mais je suis un peu surpris. Est-ce que vous pensez que le Père Noël existe vraiment? Je pense. Peut-être en lit, je sais pas. Tout comme moi, je pense que vous avez certaines informations dont le gouvernement veut cacher. Non, mais le gouvernement, et vous savez, sérieusement, il est vraiment comptable de la situation. Non, on n'est pas responsable, il est comptable. D'accord. Si, actuellement, c'est lui qui est aux manettes. C'est le gouvernement qui est aux manettes depuis 2 ans et demi. Et vous savez tout comme moi qu'aujourd'hui, le gouvernement pense sérieusement à faire appel à l'armée pour faire du maintien de l'ordre pour le 5, parce que ça va être une journée très importante, charnière et décisive, où la République actuelle, où le gouvernement actuel pourrait vaciller si on revit la même chose que l'année dernière, le 3, sauf que là, on a tout le monde et tous les syndicats qui poursuivent ce mouvement. Donc, vous pensez pas que s'ils sortent d'un coup baguette magique 700 millions d'euros et qu'ils vous jettent, je m'excuse du terme, mais un os à ronger, que vous n'allez pas nous abandonner et que vous serez pas avec nous dans la rue? Non, nous c'est clair et net. Ça fait un certain temps qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Le 2 octobre, nous avons tous défilé, quel soit le grade, quelle que soit la fonction, on a tiré la sonnette d'alarme. Ouais. On a peut-être été entendu, mais on n'a pas été écouté. Maintenant, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Alors, mais monsieur... c'est pas pour ça, attendez, c'est pas pour ça, je le dis à tous les citoyens, c'est pas pour ça que les missions régaliennes ne seront pas effectuées, mais on sera auprès des citoyens. On peut pas continuer à monter les gens les uns contre les autres. Nous sommes des citoyens policiers, citoyens.
Bon, alors, Le rôle on a du bien chef compris, des policiers, monsieur c'est Crépin. de faire des citoyens. Monsieur Crépin de Policiers en colère nous dit aujourd'hui sur France Maghreb 2 en ce 20 novembre qu'ils seront de la partie et auprès Et des qu'ils Gilets seront jaunes solidaires. et qu'ils seront solidaires le 5 décembre. Le syndicat Alliance et INSA Police également lancent eux un ultimatum au gouvernement jusqu'au 5 décembre prochain. Est-ce que vous craignez, monsieur Crépin, une paralysie totale du pays? Concernant la police ou concernant Non, le pays concernant le 5 décembre, cette date tant redoutée Oui, mais par le moi, gouvernement. Je pense que réellement, ça sera une journée assez difficile. Est-ce qu'il faut craindre cette journée, monsieur Crépin? Je ne sais pas s'il faut la craindre, mais je pense que ça va être un tournant, je pense, oui, tout à fait. Très bien. Bon, bah merci Oui, beaucoup. parce en tout qu'on cas. est bien Merci qu'il y a à pas- vous. Il n'y a pas un secteur qui fonctionne correctement. Ouais. C'est pas que la police, malheureusement, il n'y a pas un secteur qui fonctionne correctement. Et nous avons des doléances qu'on ne peut pas laisser passer. Bon, merci Bah, monsieur très bien. Crépin en Merci, tout cas monsieur Crépin. de À nous très avoir bientôt. évoqué vos revendications et ce pourquoi vous serez aux côtés des citoyens, aux côtés des Gilets jaunes, aux côtés de Aux côtés pas que les de tout le monde. aux côtés de tout le monde, de tous les Parce qu'il faut syndicats. bien comprendre qu'il faut dissocier les gilets jaunes des casseurs. Les gilets jaunes ont des Oui, oui, revendications. on a bien compris. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais Oui, c'est très bien sûr. important. Non mais moi une dernière question monsieur Crépin. Est-ce que vous ne Allez-y. pensez pas que là on a atteint un stade inquiétant, un fossé qui s'est creusé depuis des années et qui aujourd'hui peut-être au plus haut de détestation de la police entre la population et la police. Aujourd'hui, on a l'impression que le dialogue n'est plus possible. Non, mais moi je pense qu'il est toujours possible. Écoutez, moi je suis un peu naïf. Franchement, je pense vraiment que c'est encore possible de pouvoir un vrai dialogue. Parce qu'en fait, depuis des années, on a essayé de dissocier police et citoyens, et ça c'est une erreur profonde. Ouais. Il faut qu'on continue, qu'on rétablisse. Et moi j'y crois profondément, sinon je serais parti à la retraite. Bon, Je serais pas merci resté. monsieur Et Crépin. Si je suis resté, c'est que vraiment, je crois vraiment qu'on peut rétablir vraiment un dialogue avec la police, avec les banlieues, avec tous les acteurs de la vie. Merci monsieur Crépin d'avoir répondu à nos questions en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. À très bientôt. À bientôt. Ouais, Merci. j'aime beaucoup monsieur Crépin parce que, à la différence de certains, il fait pas de langue de bois et il y va franchement. Ça, c'est Ouais. courageux. Il y en a quelques-uns. On en a reçu ici aussi notre ami Alexandre Langlois. Alexandre Langlois. Ouais, qui a encore un franc parler beaucoup plus, Qui est toujours suspendu. qui est toujours suspendu, oui, Et qui en absolument. paye le prix. Et qui en paye le prix lourd aujourd'hui pour avoir dénoncé justement sa hiérarchie. Et en l'occurrence, Christophe Castaner. On a l'impression que ce ministre, c'est de pire en pire, quoi. Je veux dire, et pourtant, il est encore en poste. Est-ce qu'il serait peut-être pas temps pour Emmanuel Macron, peut-être d'ailleurs, qu'à l'issue du 5 décembre, au vu de ce qui va se passer, au vu des samedis qui nous attend, que Christophe Castaner ne passe pas l'année, parce que au bout d'un moment, ça suffit. Je veux dire, chacun doit assumer ses responsabilités. Les donneurs d'ordre, c'est quand même Christophe Castaner. Je veux dire, les policiers ne font que exécuter les ordres. Faut-il encore le rappeler? Ils ne prennent absolument pas d'initiative d'aller gratuitement taper les gens ou de réprimer les gens de la sorte. En tout cas, ça ne peut plus durer parce que aujourd'hui, ça devient extrêmement risqué d'aller en manifestation, Philippe. Bah oui, on l'a vu, mais je voudrais quand même laisser parler Céline parce que t'as dit quelque chose et donc il y a eu un haut de cœur et Céline, je crois qu'il y a quelque chose à te dire là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a, Céline? Alors, effectivement, tu as dit que les policiers ne prenaient pas d'initiative et qu'il y avait des ordres. Bien évidemment qu'ils ont des ordres, mais il y a aussi malheureusement des bavures et on le sait, et des dérives qui ne viennent pas d'ordre plus haut, mais qui sont malheureusement souvent couverts par une hiérarchie Ouais, qui absolument. fait, comme on le Tu as dénonce raison. régulièrement, du corporatisme aveugle. Tu as raison de le signaler en tout cas. Merci d'être avec nous. Vos avis nous intéressent. Est-ce que vous craignez une paralysie totale du pays le 5 décembre prochain? On en parle avec vous au 01 40 33 9000. Est-ce que vous connaissez Chef Khaled? Bien sûr. Ouais, On va très en bien. parler parce que les producteurs, beaucoup de producteurs, on aura Abdel de Hannibal Prod qui sera là pour nous en parler. Ils sont très énervés après Chef Khaled. Apparemment, il en aurait arnaqué pas mal. À tout de suite. Le LGF avec Céline Bourri, journaliste avec Philippe Bouriaki ici présent, et puis notre invitée aussi qui est arrivée. Elle s'appelle Selma Rovelli. Bonjour Selma. Bonjour. Comment ça merci. Ça va et toi? J'espère que tu vas nous Et vous transmettre ta joie de vivre. Ah, toujours, toujours. Elle est toujours là, elle sera toujours présente. Oui. Alors un petit parcours assez atypique, assez intéressant. Selma, alors ne fais pas de boxe. Si, j'en ai fait. Ah ouais? Attends, Ah dans ouais. le milieu quand même. Si, j'en ai fait pendant 2 ans, mais il y a très très longtemps. Méfie-toi Boxe thaï. Céline, t'es quand même au milieu de deux
De deux combattants. Deux combattants. Ah aussi. Ouais, mais je trouverai des techniques d'esquive. T'inquiète, t'inquiète. Merci. On lui sortira le sourire, Kabil, il va comprendre. Avec dans un instant donc vos appels au 01 40 33 9000. Selma, sois la bienvenue. Hein, tu vas pouvoir participer aussi parce que dans cette émission on se parle tous les jours. Tu sais, on se parle. Voilà, on a des choses à dire sur l'actualité. On échange, on débat avec les auditeurs qui nous appellent, bien entendu. Pour l'heure, on va parler de Cheb Khaled, les amis. Vous savez que Cheb Khaled devait se produire au Bataclan au mois de décembre. Et puis, ça a été annulé, visiblement. Alors, pour en parler, nous sommes avec Abdel de Hannibal Prod, pardon. Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tous les auditeurs de France Maghreb, bonsoir Christophe. Bonsoir, monsieur Abdel. Alors, soyez le bienvenu en direct sur France Maghreb 2. Qu'est-ce qui se passe avec ce concert qui devait avoir lieu le 21 décembre, je crois, au Bataclan? Tout à fait, le 21 décembre Bataclan, écoutez, même pour nous, c'est la stupeur et l'interrogation. Donc, le 21 décembre, on avait signé un contrat, au mois de mai avec Cheb Khaled pour une super date, donc c'était son retour à Paris, donc pour le Bataclan. Donc, on a lancé la promo, on a eu les contrats retour signés, on a mis tout en place. Donc, le 8 juin, un mois après, on reçoit un courrier recommandé de la société Alia, donc qui est sa société basée au Luxembourg, qui nous dit qu'ils ont un contrat d'exclusivité avec un autre promoteur et qu'il y a une autre date au mois de février et qu'ils peuvent plus jouer le 21 décembre, ils peuvent plus jouer sur la date du 21 décembre. Donc, nous demandons d'annuler la date ou nous proposons de reporter après promoteur, donc qu'il y a une date au mois de février. Donc voilà. Donc pour nous, c'est l'interrogation. Donc on a consulté les avocats. Donc on a reçu un courrier d'avocat de la société Cheb Khaled nous disant qu'il pouvait pas, qu'il ferait pas la date suite à un problème d'un contrat d'exclusivité qu'il a avec un autre promoteur et que la date est annulée, point barre. Depuis, on a essayé de rentrer en contact avec lui pour essayer d'avoir une explication. On peut pas signer un contrat et puis se désister un mois et demi après, c'est pas possible. Donc les courriers sont restés, les appels sont restés sans appel. Les courriers, on n'a plus de retour du tout. Elle a coupé court avec nous depuis le mois de juillet. Donc on n'a plus du tout de nouvelles. Donc là. On a les avocats qui ont commencé à attaquer, donc qui ont porté plainte. Donc on a porté plainte. Donc les avocats qui ont mis en demeure. Le souci qu'il y a, c'est un contrat qui a été signé sous le label entre guillemets du Luxembourg. Donc on est obligé de prendre un avocat qui va le poursuivre au Luxembourg. Donc voilà où on en est malheureusement. Est-ce que vous avez une explication, Abdel, de ce pourquoi on en est maintenant à ce stade? L'explication est simple. Sur le courrier de Alia du 8 juin, ils ont un contrat d'exclusivité avec une autre société. Donc un contrat d'exclusivité sur la France. Mais ils ont quand même signé un contrat avec nous au mois de mai. Donc à ne plus rien comprendre. Donc c'est de l'amateurisme là en matière de contrat là, non? Ça a l'air, oui, ça a l'air. C'est du jamais vu en tout cas. En tout cas, Khaled, quand même, qui n'est pas un novice, je veux dire, c'est pas le premier concert. Tout à fait, pas premier concert, quelqu'un qui a de la bouteille, quelqu'un qui a tourné dans le monde entier. Là, c'est comme je vous dis, ça ne rien comprendre. Donc, on a essayé d'avoir des explications donc avec sa femme, donc qui s'occupe, qui manage sa carrière, si j'ai bien pu comprendre. Donc voilà, ils ont coupé radio avec nous. Donc voilà, plus du tout de nouvelles. Ils répondent plus ni aux courriers, ni aux appels, ni à rien du tout. Donc voilà. Est-ce qu'il y a moyen de trouver encore un arrangement, Abdel, ou maintenant ça va se régler devant la justice? Écoutez, nous, l'avocat qui était mandaté, donc parce qu'on avait là un avocat qui est à Paris, donc qui est en région parisienne, donc on a essayé de trouver une médiation avec notre avocat. Donc pareil, l'avocat qu'il a donc ne répond plus du tout ni aux appels ni aux mails. Donc mais les avocats ont relancé 2-3 fois pour justement trouver une médiation, pour essayer de trouver une solution à l'amiable avec lui. Voilà, on cherche pas à faire de buzz, on cherche pas à se faire de publicité, on n'a pas besoin de ça. On a signé une date, on a engagé des frais, on demande juste la restitution de nos frais. Voilà, tout simplement, et voilà, pas plus que ça. Pas de buzz, pas de cinéma, pas de tralala. Ça y va de beaucoup d'argent pour ce qui est de la restitution des frais? Ouais, quand même, on est quand même sur, on a envoyé on a envoyé des acomptes, donc même les acomptes, ils les ont gardés, donc c'est comme je vous dis, ça ne rien comprendre. C'est-à-dire que même, la date ne se fait pas d'habitude sur d'autres contrats, ce qu'on fait la plupart du temps, on renvoie au moins les acomptes, on se charge de ça, mais là, même les acomptes, ils ont tout gardé. C'est incroyable, ça veut dire qu'ils ont gardé l'argent, on a engagé des frais, bon voilà, en fin de compte, silence radio, on ne peut plus avoir affaire à vous. C'est à ne plus rien comprendre, mais vraiment, c'est de la science-fiction, vraiment. Ouais. Les sommes s'élèvent à beaucoup, Abdel?
On est à 40 000 euros pratiquement. Ah oui, quand même. Ouais, quand même, ouais. On est quand même, il y a un peu d'argent quand même en cours. Voilà, nous, tout ce qu'on demande, donc on lui a transmis les factures de ce qu'on a envoyé. Donc voilà, on est resté vraiment dans la transparence, en voyant les factures qui ont été mandatées, ce qu'on a réglé. On demande juste cette restitution-là. On ne demande rien d'autre. Comme je dis, on cherche pas de buzz, on cherche pas de publicité. Voilà. Mais non, pas rien à faire. Ni les acomptes ont été restitués, ni, comme je vous dis, c'est silence radio depuis le mois de juillet. C'est à ne rien comprendre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, amis auditrices, auditeurs, c'est que le concert de Cheb Khaled enfin, on dit plus Cheb d'ailleurs, puisqu'il a plus un âge d'être Cheb. Le concert qui devait avoir lieu le 21 décembre au Bataclan est donc purement et simplement annulé dans l'attente d'un autre concert, mais en tout cas, ça sera pas vous le producteur. Non, pas du tout. Non, ça y est, on est vacciné. Vacciné, oui, absolument. Ouais. Bon courage, Abdel. On suivra le dossier. Vous nous tenez au courant, hein, d'accord? Tout à fait. Merci pour tout. Hein. Merci pour Maghreb. Vraiment, merci pour tout. Salut, mon Abdel. À bientôt. Courage Abdel à vous. Au revoir. Hannibal Prod. Donc, mécontent, on le comprend évidemment de la tournure que ça a pris cette histoire de concert que Hannibal Prod devait produire justement au Bataclan le 21 décembre. Il n'en est rien. Ouais. Ah oui, mais c'est les histoires de gros sous. Moi, j'ai du mal à suivre. Moi, je sais pas, Céline, mais bon, voilà. Alors, c'est un monde bien particulier. Hein, oui, c'est clair. du spectacle. Mais bon, 40 000 euros, c'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien du tout. Mais après, voilà, faut voir avec les avocats de quelle manière ils peuvent trouver une solution pour ce contrat. Sinon, on va envoyer Selma pour animer le futur concert de Cheb Khaled. Ça va être bien motivant. Oui, absolument, ça donne envie, absolument. Ah oui. Je rappelle la question du jour, d'ailleurs, à laquelle vous n'avez pas répondu, Céline et Philippe. Peut-être que Selma aura une petite idée sur la question. C'est les syndicats de police, et on en parlait il y a quelques instants avec notre invité, Christophe Crépin, qui de policiers en colère, qui donc ont décidé, qui menacent de se joindre au mouvement social du 5 décembre, la date tant attendu et en même temps la date que craint le gouvernement. Est-ce que vous craignez une paralysie totale du pays, mon cher Philippe Bouriaki, le 5 décembre? Écoutez, ce que je peux vous dire, dites-nous. De manière officielle, mais que le gouvernement n'osera pas vous dire, puisque comme vous le savez, j'ai quelques amis dans quelques services, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement pense à faire appel à l'armée pour maintenir l'ordre public. Donc si le gouvernement pense à faire appel à l'armée, c'est qu'il sent qu'il y a une grande contestation. Aujourd'hui, les syndicats des transporteurs appellent à rejoindre le mouvement. Oui, il y a vous avez les dockers, vous avez les étudiants, vous avez les personnels hospitaliers, vous avez des aiguilleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'annule mon voyage qui était prévu à Fès au Maroc, au Forum économique. Tu vas souvent au Maroc, toi, ça devient inquiétant. Écoutez, j'ai une proximité avec ce beau pays, comme avec l'Algérie, comme avec la Tunisie. Je ne renie pas, mais mon affection toute particulière pour le Maghreb et pour France Maghreb 2, bien évidemment. Comment ils s'en sortent bien, un truc de ouf. Ouais, c'est ça, si tu veux. Ouais. Et donc non, mais réellement, de tous les échos que j'entends, RATP, SNCF, dans les transports, les écoles, les écoles, les instituts. Et moi, j'invite toutes celles et tous ceux qui comptaient aller travailler ce jour-là à ne pas aller travailler pour deux raisons. Ah oui. La première, ça va être la galère. Ouais. Vraiment, ça va être l'enfer. Ça, on a un peu l'habitude quand on est usager du transport parisien. Oui, mais alors c'est pas les employés qui souffrent au quotidien qu'il faut incriminer, c'est plutôt celles et ceux qui ont fait des choix tragiques pour notre pays de tout mettre sur le TGV par exemple et d'oublier les transports ferroviaires de banlieue à banlieue et je parle aussi en province. Bon, une dernière petite chose, par exemple, vous voyez la privatisation des autoroutes de France, c'est 4,5 milliards de dividendes, ce qui permettrait à tout à chacun de ne jamais payer les transports en commun. Voilà. Donc après, on a le droit de crier et d'être mécontent, mais il faut aussi à un moment donné être solidaire et ne pas se tromper d'interlocuteur lorsqu'on crie notre mécontentement. Donc je disais, premier point, ça va être la galère pour vous. Le deuxième point, les gens qui vont perdre leur journée de travail et peut-être d'autres qui vont suivre derrière, le font bien sûr pour leur avantage à eux et ce qui est humain, mais je crois qu'il faut bien se rendre compte que le système qui va être mis en place va être pénalisant pour tout le monde. C'est-à-dire que non simplement vous allez devoir travailler plus longtemps, pour gagner moins. Et donc, à un moment donné... On nous aurait menti, alors. Bien sûr qu'on vous aurait menti. Je vous invite à regarder le projet de loi et vous allez voir qu'il est ultra violent. Alors, on vous dit, bon, non, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour 10-15 ans. Mais, on fait quoi de nos enfants? On n'y pense pas, nos gosses? Donc,
soit on est tous solidaires, et je peux comprendre ceux qui disent on n'est pas content parce que moi j'ai envie d'aller travailler, je risque de perdre une journée, mais je tiens à lui dire que c'est grâce à des femmes et des hommes du privé et du public qui se sont battus en 39, en 36 et en 45 qu'aujourd'hui on a les congés payés, qu'on a la sécurité sociale et qu'on a ce régime de retraite. Non mais on peut dire qu'on veut, mais c'est une réalité. Alors on peut pas bénéficier de quelque chose et au moment où il faut aller à la castade, ce pays est irréformable, c'est tout ce que je constate moi. Mais si, mais écoute, moi nommez-moi président de la République et vous allez voir que je vais le réformer, je vais supprimer le CICE, je vais supprimer les avantages qu'on a fait aux patrons du 440 puisqu'on leur a supprimé. Mais est-ce que Macron est le responsable de tout ce qui se passe dans le pays? Sur les réformes fiscales, il est responsable. Aujourd'hui, il est président de la CICE, République. c'est pas lui, c'est Hollande. Oui, sauf qu'il a quadruplé le CICE. Hollande, c'était 11 milliards, Macron, c'est 42 milliards. Donc aujourd'hui, le président de la République, c'est monsieur Emmanuel Macron. Donc le responsable aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Ouais, mais il paye quand même 30 ans, je crois. Qui paye même 40 ans, qui paye même 50 au sein ans, qui de paye tous les même gouvernements. 100 ans. Aujourd'hui, le patron du pays, c'est Emmanuel Macron. Ouais. Donc la France a bon dos de dire je paye ce que les autres ont fait. Aujourd'hui, c'est lui le taulier. Donc tu la crains cette journée du 5 décembre. Je vous invite fortement à poser votre journée et ne pas aller travailler ce jour-là parce que il n'y aura pas de grand forum alors. Bah on fera un grand forum à distance. Les auditeurs ils sont privés alors. On fera un grand forum à distance. Moi je oui, qu'est-ce qu'il y a? Suivez le live, on sera dans la rue avec alors, pour répondre à ta question, je pense effectivement qu'on peut redouter le 5 décembre vu la mobilisation attendue et l'appel des différentes corporations. Comme on le disait, ils sont nombreux. En revanche, je rejoins Philippe sur le fait qu'il faut aussi penser aux générations futures. Et même si les réformes envisagées ne vont pas nous concerner forcément directement, on a nos enfants et quel monde on leur prépare. Voilà, quel monde on leur prépare exactement. Donc il va falloir aussi à un moment donné peut-être prendre en considération cette notion de sacrifice collectif pour pouvoir atteindre l'objectif qui est celle d'un monde meilleur et peut-être plus égalitaire. 64% craignent cette journée, craignent cette paralysie du pays le 5 décembre prochain sur Facebook. Christophe, le France Maghreb 2, pour voter. Vous continuez bien sûr. 90% sur Twitter, le grand forum FM2. Qu'en pensez-vous? Vous nous appelez au 01 40 33 9000. Selma, ta piscine le 5 décembre? Non, je dois revenir du Maroc. Donc là, j'ai un peu peur aussi. Oui, parce que la fête aussi? Non, je vais pour un gala à Ben Guir. À Ben Guir. Très bien. Mais franchement, ce climat social là, ça t'inquiète pas un peu ce qui se passe en France là en ce moment? Ça me saoule. Ça te saoule? Voilà, moi ça me saoule, ça m'inquiète, oui. Après, en effet, là où je rejoins Philippe, c'est il faut pas aussi perdre son interlocuteur parce qu'à un moment donné, il faut savoir aussi à qui parler. On peut pas taper tout le temps sur le gouvernement aussi. On peut pas. Parce qu'à un moment donné, ce que tu disais, c'est que oui, ça fait plus de 30 ans que ça dure, oui. Après, en même temps, il faut aussi savoir qu'il est là depuis plus de 2 ans et demi, qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup de revendications, si on part de certaines revendications où, en effet, ça fait plus de 30 ans, qu'on peut pas tout faire d'un coup, qu'on peut pas d'une baguette magique, justement, tout effacer, tout recommencer. Il est pas tout seul. Donc, et je pense que l'avantage des débats aussi, c'est d'être peut-être en tant que citoyen force de proposition sur certaines choses. Revendiquer, c'est bien. On a le droit. On est dans un pays où on peut aller revendiquer. On a le droit de revendiquer. Mais à un moment donné aussi, soyons force de proposition. Que dans la colère. Bien. Moi, j'aime bien, Selma. Que dans la colère. Force de proposition. Bien que sûr. Dans la colère. Oui, mais nous l'avons été avec le grand faux débat qui nous a coûté pratiquement 25 millions d'euros. Il en est ressorti quoi? Pas grand-chose. C'est ça le problème. Faut voir aussi ce qui se passe aussi derrière. C'est-à-dire que ce qu'on nous donne à la télé sur certaines propositions, moi quand je vais sur le terrain et que justement je demande à certaines personnes si elles sont... Dans quel cadre? Alors dans le cadre Action Quartier. Donc je suis également chargée de mission avec son quartier. Donc quand on va sur le terrain, qu'on demande aussi à certaines personnes qui sont en colère aujourd'hui, quelles sont les réformes qui ont été mises en place, quelles sont justement... on me répond pas, on ne sait pas, d'où vient la colère aujourd'hui? Donc c'est un ras-le-bol, oui certes, mais quand on demande aussi à certains citoyens d'être force de proposition et de travailler avec nous sur certaines choses, que de rester à regarder la télé ou aller dans la rue pour manifester, des fois on sait même pas pourquoi. Donc à un moment donné, faut se poser des questions. Selma, ça consiste en quoi exactement C'est la question que j'allais te poser. Alors mise à part, quartier, ça a été mis en place par qui d'abord? Par l'association d'Emmanuel Macron. D'accord. Okay. Donc Action Quartier. Tu bosses pour Macron, quoi? Oui. D'accord. Oui.
Je bosse pour le gouvernement, en effet. Et je suis fière de ce que je fais aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très terrain. Alors, mis à part la boxe, mis à part... donc, quelqu'un de très terrain, quelqu'un qui aime travailler avec les jeunes de base, les citoyens. Et on m'a proposé, justement, une action qu'on ne voit pas, évidemment, à la télé, qu'on ne voit pas en revendication, malheureusement. Donc, en fait, ça fait partie de l'association La République En Marche. Aujourd'hui, nous allons travailler avec les citoyens. Maintenant, quand je vais sur le terrain, qu'on me dit, oui, mais Emmanuel Macron, oui, mais d'accord. Venez d'abord, on travaille. Histoire qu'on comprenne, pardon, Salma, quelle est la mission? Alors, la mission, en gros, sur Action Quartier, c'est premièrement, c'est d'aller aller voir les habitants. D'accord. Dans les quartiers, ouais. pour prendre l'ambiance, pour prendre un petit peu ce qui s'y passe. Ils peuvent pas appeler les maires pour ça? Parce qu'il les a rencontrés hier. Non, mais hier, il les a rencontrés, les maires. Ils peuvent pas lui dire un petit peu ce qui se passe sur le terrain? Les interlocuteurs locaux. Alors, je veux bien, mais si ça se faisait aussi facilement, ça serait génial, ça serait magnifique. Les quartiers, en général, avec une ancienne entre guillemets politique, ils ont été délaissés. Oui, ça. D'accord. Oui. Moi, je suis plus basée dans le sud en fait, donc je m'occupe principalement de l'Occitanie, du PACA et de la Nouvelle-Aquitaine. T'as choisi le bon coin, quoi. On m'a envoyé là-bas et je ne dis pas non. Donc j'ai commencé en Île-de-France. Oui. Maintenant, moi, je suis triste par rapport à ce que je vois dans les quartiers. Qu'est-ce que tu vois, Selma, dans les quartiers? Rien. Alors justement, on ne voit rien. Pourquoi? N'est-ce pas? Parce que depuis ces 40 dernières années, pas seulement sous le mandat Macron, mais il en a fait partie aussi puisqu'il avait proposé le plan Borloo qui a été complètement abandonné. N'est-ce pas aussi parce qu'on a complètement abandonné ces quartiers, comme tu le dis, et qu'on a complètement arrêté tout ce qui était éducation populaire, qu'on a fermé des MJC, qu'on a fermé des missions locales, et que dans ces quartiers aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les jeunes n'ont plus rien et sont livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 jeunes par an qui quittent l'école. Là, tu es en train de m'apprendre que après avoir complètement jeté à l'eau le plan Borloo, visiblement le président, après avoir vu les Misérables de Lajli, qui l'ont visiblement, le film qu'il a visiblement et qui l'a visiblement ému, se rappelle qu'en fait, il y a peut-être il y a des habitants dans ces quartiers et qu'il va peut-être falloir faire quelque chose et arrêter de les mépriser et de les laisser seuls face. Alors, sans défendre Selma, Action Quartier, c'est au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron à l'installation de l'Élysée. Ça date de 2 ans et demi. C'est pas d'hier que ça existe. Il faut aussi comprendre, il faut savoir qu'on a un président qui est complètement proche des habitants. C'est pas l'image qui en ressort, ça va, pardon. Alors, je suis dans les quartiers. Non, mais bien sûr. C'est pour ça que moi, les médias, à un moment donné, j'ai limité. Alors, quand on m'a embauché, j'ai été claire avec eux. Je ne suis pas dans la politique, je ne connais pas la politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans les quartiers et d'aider. Mais je ne sais pas ce que c'est Action Quartier. On m'a demandé de les rejoindre pour être puissance 10 dans ces quartiers-là. C'est-à-dire que ne pas aider que les jeunes, mais aider les habitants sur un problème qu'ils peuvent avoir en commun. On le sait pas, ça. Maintenant, quand je vais voir les habitants, par contre, je m'en cache pas. Oui, je suis dans le dispositif Action Quartier. Il faut savoir qu'on est 4 à faire ça en national, que c'est dans l'association d'Emmanuel Macron, justement, qui a été président avant d'être président de la République, et que, en effet, pour pouvoir aller travailler avec les habitants et voir toute problématique et remonter certaines informations, on est là, on travaille pour eux. Ça ne se voit pas, évidemment. Et concrètement, qu'est-ce que tu leur proposes alors? Parce que tu discutes avec eux, tu prends la température, les problématiques peut-être auxquelles ils ont à faire face. Quels sont les moyens qu'ils ont mis? Nombreux. Et quels sont les moyens qui sont mis en œuvre justement pour répondre à ces problématiques? Est-ce que tu as une action assez large pour pouvoir répondre? Je veux dire, voilà. Alors pour le moment là il y a 2 grandes actions. Alors il y en a des petites évidemment parce que pour le coup moi ça va faire 7 mois que je fais ça. Une action dans une ville où il y a des problématiques de rats, de cafards, d'ascenseurs. Quand on sait que justement on a la mamie qui peut pas descendre parce que elle a des problèmes et que il n'y a pas d'ascenseur sur le 15e étage, à un moment donné ça fait mal. Et ces personnes-là, on est devenu dans une société individualiste, c'est-à-dire qu'on n'est plus comme avant où à l'époque il y avait des fêtes de quartier, il y a encore du lien. Mais il n'y a pas autant de liens qu'il y avait quand il y avait la mamie qui pouvait pas faire ses courses, on allait l'aider. Moi, je l'ai connue cette époque-là. Aujourd'hui, il y a en fait, il y a un gros problème de lien, mais pas de lien social, de lien entre la mairie
je le dis, entre les habitants, entre les collectivités, entre les bailleurs sociaux, il y a un gros problème, un grand manquement. Donc ces personnes-là ne savent pas comment faire. Bon. Nous, on arrive avec une certaine méthodologie qui s'appelle le community organizing. On va les aider à s'organiser et à régler leurs problèmes. Et ça marche. Enfin, ça marche, oui, d'après ce que tu nous dis. Maintenant, on attend de voir le concret, Selma. Ah, il faut aller sur la chaîne YouTube Action Quartier, vous verrez le concret directement. Alors, moi, Oui. juste une petite aparté. Au début de l'action du plan Borloo, après ce qu'ils avaient fait à Grigny là pour le plan Borloo et la politique de la ville, j'avais eu l'occasion d'aller rencontrer des acteurs qui avaient été appelés justement pour travailler. Et pour faire leurs propositions qui avaient eu lieu en mai 2018 si je ne m'abuse. Et donc j'ai rencontré ces personnes que je partais interviewer et certains me disaient, donc qui étaient des acteurs de mairie, de quartier, issus de la région parisienne ou de province, qu'ils ont été prévenus la veille. Donc grosso modo, gros coup de com', on t'appelle le vendredi soir, tu fais quoi demain, on fait une réunion et dans 4 mois tu nous poses un truc qui n'a pas abouti. Pour moi, ça m'a paru être un grand bazar et un grand effet de com'. Et finalement, quand au mois de mai, les propositions de Jean-Louis Borloo n'ont pas été suivies, je n'ai pas du tout été étonnée. Donc je doute quelque peu de la réelle volonté. Mais on veut bien te croire sans parole, Selma. Hein, Alors évidemment. là, c'est pas quelque chose qui a été fait du jour au lendemain pour une histoire de municipale ou autre. C'est quelque chose où nous faisons des actions comme un débat qui a été fait le 8 mars pour les femmes des quartiers. Suite à ce débat-là, il y a eu beaucoup de thématiques qui sont ressorties, mais des thématiques où où ça nous touche énormément. Alors évidemment, sur la thématique d'aujourd'hui, il y a eu la violence contre les violences faites aux femmes, il y a eu l'excision, la polygamie. Et ces femmes-là, on les a rappelées. Et actuellement, on a des groupes de travail qui travaillent sur des propositions, des choses qui n'ont pas été appliquées, parce que ce sont quand même des personnes qui vivent ces thématiques-là et qui seront force de proposition devant des parlementaires. Donc il y a vraiment un lien et un suivi. On demande aujourd'hui aux citoyens, aux concitoyens de travailler avec nous justement sur ces problématiques-là et d'avoir des propositions cohérentes à ce qui se passe sur le terrain. Bon, on va continuer d'en parler. Je vais saluer Linda. Linda, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, tu vas pas quitter, je vais te rappeler, parce que voilà, tu sais, ils sont bavards, et puis il faut mettre de l'argent dans la caisse pour payer le salaire de Bouriaki, c'est une catastrophe. Ce mec aspire à être maire, mais il demande déjà de l'argent avant. Ouais, voilà. C'est la 300 000 euros par mois. C'est la corruption, les gars. C'est la corruption, voilà. Bon, ma chère Linda, quittez pas, ma Linda. On est de retour très vite, je vous rappelle. Ne vous inquiétez pas. Juste le temps de prendre votre numéro de téléphone. Et on est avec Selma Rovelli, qui ne fait pas que de la politique aussi. Elle fait aussi de la télé. Elle fait aussi des galas sportifs, de boxe, entre autres. On va parler de tout cela, mais restez avec nous. C'est le Grand Forum sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h, évidemment. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, le Grand Forum, mesdames, messieurs, jusqu'à 18h avec Céline Bourri, journaliste, avec Philippe Bouriaki et avec Selma Rovelli qui est avec nous, qui nous parlait il y a quelques instants de sa casquette de cette initiative. Initiative, non, c'est une association de Emmanuel Macron pour laquelle tu travailles, qui s'appelle, rappelle-nous. Alors, Action Quartier. Action Quartier, qui a pour but, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, justement d'aller à la rencontre des habitants des quartiers pour recueillir leurs doléances. C'est ça, j'ai bien résumé. Et puis pour travailler avec eux sur des projets, des concepts, enfin voilà. Très bien. Bon. Linda, qui nous appelle du Grand Est, est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Linda. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir Linda, comment ça va? Très bien, merci. Bon, et vous? Formidable, quand on vous entend, ça va bien. Et l'ambiance est plus détendue qu'hier. Monsieur Bouriaki doit être bien là. Moi, je suis très bien. J'étais même hier. Ne le cherchez pas, parce que vous savez qu'il a la larme facile. Autant pour moi. Linda, allez-y. je me suis fait voler hier. Linda, tu peux pas. Non, Linda. Rien que Ça ton suffit. prénom. C'est pas maintenant, le Non, mais quiz. tu sais ce que ça veut dire, Linda? Bon, Tu Linda. connais la signification de ton prénom? Non, elle connaît pas. Elle connaît pas? Non, je connais pas. Voilà. Bah, ça veut dire justice auprès de Philippe. N'importe quoi. Linda, on t'écoute. Alors, premièrement sur la journée donc du 5, j'ose espérer qu'il y aura mobilisation massive et moi j'appelle tous ceux qui peuvent pas aller manifester à montrer leur soutien aux grévistes parce qu'ils font ça pour nous, ils font ça pour nos enfants. Vous faites quoi dans la vie, Linda? Vous faites quoi dans la vie? Alors moi je suis juriste dans une collectivité territoriale. Ah ouais.
D'accord. Donc justement, ça me permet de rebondir un petit peu aussi sur ce qu'a dit votre invitée Selma. Pardon, j'ai pas retenu le nom. Selma Excusez-moi. Rovelli. Selma, ça ira, vous inquiétez pas. Ok, très bien. Alors, quand vous disiez qu'il y avait certaines personnes qui ne savaient pas pourquoi elles allaient manifester, pourquoi, simplement certaines personnes vont manifester. Peut-être elles n'ont pas d'appétence politique, elles n'ont pas elles n'ont pas les chiffres en tête, elles ne sont pas elles ne sont pas d'une grande éloquence, mais elles sont parfois contraintes à vivre avec 200 € par mois. Une fois qu'elles ont payé leurs charges, elles se privent de beaucoup de choses. Je pense au personnel des milieux hospitaliers qui vivent une pression hors norme et qui pourtant prennent soin de nous, des citoyens. Donc finalement, dès lors qu'on est dans une situation de grande précarité dans un pays qui est normalement normalement est censé être un grand pays, je pense que c'est une raison qui est largement suffisante pour se mobiliser et pour aller manifester. Ouais, très bien. Moi, j'entends bien cet argument. Écoutez, merci beaucoup, Malinda. En tout cas, vous craignez, vous, cette paralysie totale du pays le 5 décembre? Vous la craignez? Ah non, vous la souhaitez? je la crains pas et je la soutiens. Vraiment. Vous la souhaitez. Simplement, je voulais juste ajouter une petite chose sur Action Quartier. Oui. Donc Selma, encore une fois, excusez-moi. Vous dites. T'as dit que tu bossais pour Macron, voilà. Non, mais j'assume. Mais bien sûr, mais j'assume mon activité. Mais pas du tout. Après Macron ou autre, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la même chose. Exactement. Simplement que l'on dise qu'on ne fait pas de politique, alors que, je veux dire, les missions de votre association, c'est une mission qui est profondément politique. Dire que moi je travaille en collectivité territoriale et je peux vous assurer que les mairies, au même titre que les urgences pour l'hôpital public, sont la porte d'entrée de tout citoyen, qu'ils viennent d'un quartier prioritaire ou d'une banlieue un peu plus chic ou peu importe, ou de centre-ville. C'est la porte d'entrée et du coup je pense que les premiers interlocuteurs que l'on doit faire intervenir, ce sont justement les collectivités locales et les collectivités territoriales. Alors vous pouvez pas dire qu'il y a pas, qu'il y a un écart. C'est dans la réalité du terrain. Je sais pas votre terrain à vous. Bon, j'ai bien entendu que c'est. Oui. Alors, je vais rebondir sur ça. Alors, j'ai parlé en général. Évidemment, tous les maires ne sont pas les mêmes. Tous les maires ne font pas le même travail. Toutes les collectivités ne sont pas basées à la même échelle. Maintenant, moi, j'y suis dans les quartiers. J'y suis toute la journée. J'y suis la nuit. J'y suis dans les quartiers. Moi, ce que je relève, c'est la vérité aujourd'hui. Maintenant, sur la première thématique où c'est politique, oui, c'est politique. Mais on a un problème en France, c'est que on va relever toujours le côté négatif, mais on va pas dire moi c'est ce que j'ai dit à la base, c'est que c'est politique, mais c'est le premier parti politique qui propose aussi des personnes à venir travailler dans les quartiers. Donc c'est politique, d'accord, mais en même temps, je ne suis pas. Alors, par contre, je ne suis pas là dans les quartiers. Excusez-moi, je termine. Je ne suis pas là dans les quartiers pour aller faire des photos avec les gens. Je ne suis pas là dans les quartiers pour dire regardez ce que j'ai fait, parce que je pense que vous-même vous n'étiez pas au courant de ce dispositif. Donc on n'est pas là en train de faire de récupérer ou de la communication sur ça. Donc déjà je pense que ça peut être un très très bon point. Maintenant oui, c'est le parti politique d'Emmanuel Macron. Oui, c'est le seul parti politique qui nous donne la possibilité d'aller dans les quartiers et de travailler avec les personnes. Maintenant s'il y a des associations ou un autre parti qui puisse justement adhérer et faire la même chose, ils seront également les bienvenus, mais il n'y a pas tous les jours, des intervenants dans les quartiers, il y en a des dizaines. Ils ont tenté de discuter avec les gouvernements successifs. Moi, je ne mets pas tout sur le dos de Macron, attention, mais disons que le fait qu'il ait balayé d'un revers de main le plan Borloo, qu'il ne se soit pas attaché à la question des banlieues, alors même qu'il l'avait soulevé. Je veux dire, c'est très récent dans sa démarche politique. Mais tous les jours, il y a des gens dans les quartiers. Ils sont là, les éducateurs. Ils sont là, les personnes de proximité, le service public, les mairies. Elles sont là. Vous êtes situé on est là. Alors Emmanuel Macron discute avec le peuple. C'est une contre-vérité. Vous ne pouvez pas dire qu'Emmanuel Macron discute avec le peuple. Si c'était le cas, excusez-moi, nous n'aurions pas eu
ce mouvement des Gilets jaunes, nous ne serions pas confrontés à cette journée du 5 là, décembre. j'avoue quand même qu'elle marque un point, là, Linda. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on réclame aujourd'hui, ce sont des choses qui ne datent pas d'hier, d'accord? C'est pas les décisions d'Emmanuel Macron où du jour au lendemain, on s'est dit on est Gilets jaunes. On est bien d'accord. Il y a un ras-le-bol. D'accord, il y a un ras-le-bol, on le conçoit, on le comprend, il y a un ras-le-bol énorme. Maintenant, c'est quelque chose qui n'a pas été créé là, l'avant-veille, où il y a un an, on s'est dit Emmanuel Macron a mis des réformes sur le terrain, Emmanuel Macron a proposé des choses où on n'est pas d'accord. Non, c'est quelque chose, c'est un ras-le-bol, c'est une accumulation, on est bien d'accord. Oui, mais maintenant, dont il est un peu responsable aussi quand même, Salma. Alors maintenant, c'est un des seuls aussi qui a fait des débats pendant des 8 heures, qui a essayé d'aller chercher, qui est sur le terrain, qui essaie de chercher certaines choses. Mais pourquoi maintenant, pourquoi à la fin, concrètement, nous sommes aussi en bas à travailler avec des citoyens et à essayer de trouver des solutions. Après, encore une fois, c'est pas avec une baguette magique qu'on va pouvoir tout refaire. C'est pas avec. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on va tout. Alors vous me dites que non, mais il y a beaucoup de personnes qui vont tout remettre à la cause du gouvernement. Mais oui, mais attendez, Salma. La violence. Pardon, Linda, bouge pas, parce que c'est quand même important qu'on se parle, là, Salma. Il y a quand même, quand tu vas dans une entreprise, quand tu vas dans un endroit, dans une maison, tu viens chez moi, c'est moi le patron chez moi, d'accord? Le patron de la Maison France aujourd'hui s'appelle Emmanuel Macron, d'accord? Et il a des comptes à rendre à ce titre. Il a des comptes à rendre à ce titre, et on peut pas non plus dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a beaucoup de choses qui vont pas aujourd'hui, de dire non, c'est pas lui le responsable, etc., etc. Il est le responsable de ce qui se passe, c'est lui le patron depuis 2017 dans ce pays. Il y a des gens aussi qui travaillent dans des ministères. Il y a tout un arsenal de personnes qui travaillent pour lui, qui sont censés faire appliquer ces réformes. Et pour le coup, les réformes, il nous avait quelque peu prévenus de ce qui nous attend. Donc les Français, s'ils ont mal voté, c'est leur problème aussi. Mais aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a, Emmanuel Macron est quand même responsable de ce qui se passe en France. Les Gilets jaunes, il est peut-être pas le responsable à la base, mais il est responsable de la mauvaise gestion et du bordel qu'il y a dans ce pays depuis un an. Alors, si je peux me permettre, parce que j'écoute avec attention ce qui se dit depuis tout à l'heure, et pour répondre à ce que disait Linda et ce qu'a dit Selma, je suis pas d'accord avec toi, Selma. Ce qui se passe, le fait qu'il y ait des gens qui aillent travailler dans les banlieues comme Action Quartier, c'est ça? C'est pas nouveau. La politique de la ville, elle date des années 90 avec Bernard Tapie. La question est où est passé cet argent? Parce que c'est des milliards qui ont été investis dans la politique de la ville. Après, il y a eu l'ANRU, il y a eu différentes réformes, etc. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on se pose la question, où est cet argent aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait pas faire un audit pour savoir où est passé cet argent et qu'est-ce qui a été fait? Qui a profité? Qui a profité? Parce qu'à un moment donné, cet argent, il a été dépensé. Et qui n'en a pas profité? Parce que les premiers qui auraient dû en être bénéficiaires, on voit que ça se dégrade. Tu parlais d'une chose très juste, c'est de la solidarité qu'il y avait effectivement avant dans ces quartiers. Aujourd'hui, ces espaces d'échange, etc., ont été aussi détruits. Ce qui peut expliquer aussi le manque de solidarité que tu évoquais tout à l'heure. Mais la question, c'est pourquoi on a complètement retiré ou fermé ces espaces d'éducation populaire qui étaient utiles à la vie du quartier et qui créaient de la proximité et des échanges entre les habitants. Alors ça, il faut aller voir l'interlocuteur concerné, parce qu'on me dit oui, c'est d'abord en priorité les collectivités. Non, pas toutes, je suis désolée. Il y a une ville, je vais pas citer le nom, où je suis engagée aujourd'hui. Quand je parle engagée, c'est mon engagement auprès des jeunes dans les quartiers. Il y avait 12 médiateurs lors de justement des municipales. Quand ce maire-là est passé, il a supprimé 10 postes de médiateurs. Aujourd'hui, je vois que les médiateurs sur ce terrain-là. 2 médiateurs. Un qui est en arrêt maladie parce qu'il en peut plus, et puis l'autre. Donc, à un moment donné, il faut aussi peut-être s'arrêter. Oui, quand vous dites les collectivités concernées, toutes les collectivités, désolé, ne fonctionnent pas pareil. C'est au bon vouloir aussi du maire. Oui, mais il y a eu aussi une baisse des financements de ces collectivités. Alors, on en a beaucoup parlé. Ça fait 10 ans que les baisses, ça a été divisé par 4, où on en a parlé. J'ai même moi travaillé dans une collectivité. Donc un manque de moyens. Un manque de moyens. Non, sur certaines villes, il n'y a pas de manque de moyens, je vous le dis. Oui, mais c'est là où je suis moi, en tout cas, je ne vais pas parler qui ont plus besoin de médiateurs ou de travailleurs sociaux dans les quartiers qu'on évoque, je pense. Là où je suis, dans ma région, moi, après, évidemment, je ne vais pas parler dans toutes les régions, mais là où je suis, moi, il n'y a pas du tout un manque de moyens. Ouais. Et je peux vous dire que voilà, c'est parce que, certaines personnes, ça les intéresse pas de garder aussi cette proximité entre la médiation, entre ce système à l'époque des grands frères, et voilà, et c'est qu'on les laisse de côté aussi. Merci Linda, en tout cas,
pour votre appel et voilà votre participation au service. Pourquoi Philippe t'es absent là? Qu'est-ce qui se passe? Non mais écoute, T'es sur quelle affaire là? Je te vois négocier. non, c'est pas ça, c'est que je gère le live du Grand Forum et donc je réponds aussi aux... Les gens sont pas contents? Qu'est-ce qui se passe? Si, ils sont très contents très bien. et ils disent Selma présidente. Non, il faut dire aussi Action Quartier pour rappeler aussi. Il faut être complètement transparent. Moi, j'ai quelques copains qui travaillent à Action Quartier et dont Selma. Action Quartier aussi, c'est un incubateur et une pépinière de talents oubliés par les partis dits traditionnels. Alors on peut critiquer l'association en disant ouais voilà c'est une pouponnière pour Macron, pour ses futurs cadres. Ouais bah très bien. Mais bah, alors les autres ils ont fait quoi? Bah, je autocritique hein, je parle y compris à Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qu'on a fait toutes ces années pour mettre en avant nos talents issus de nos cités? On a laissé les autres faire. Alors maintenant que Emmanuel Macron, alors Dieu sait qu'il y en a. Peut-être qu'il le fait parce qu'il sait que 70% d'abstention dans les banlieues le jour où il se réveille, bah ça fait un séisme. Il le fait peut-être de manière marketing ou commerciale pour sa réélection de 2022. J'en sais rien. En tout cas, moi, je sais que même si je partage pas toutes les valeurs avec La République En Marche, mais les copains et les copines que j'ai qui sont dedans, je sais que ce sont des personnes engagées, sincères, et ils le font par conviction, ils le font pas par intérêt. Mais quand intérêt on parle d'une action, on n'est pas là en train de critiquer les personnes, on n'est pas là en train de critiquer en tant que personne. Non, mais je voudrais. Voilà. Mais je sais bien. Je dis que le but de cette association. On va comprendre à quoi ça sert. Le but de cette association, il est très simple. On va pas se le cacher, puisque pour être complètement franc avec vous, on est venu moi me démarcher il y a à peu près 2 ans et demi. Oui. Pour Yaki? Ben, on a dit qu'on est un incubateur de talent. C'est ça. Vous êtes un aspirateur. Oui, non, vous mais êtes un aspirateur, La République En Marche. Non, Oui, on va chercher les talents. On va chercher les talents dans le quartier. Mais ils vont chercher tous les talents où qu'ils soient, et y compris dans les quartiers, parce qu'ils savent. Chercher pour Yaki quand même, fallait oser. Hein. Bah ils ont vu peut-être Le en moi le potentiel. Non mais sérieusement, mais si j'avais voulu, honnêtement, je le dis sans problème, si j'avais voulu être député, je serais déjà député depuis très longtemps. Pareil pour. Ça marche comme ça la politique. Bah écoute, ce qui est fort dans la Startup Nation, dans la Macron Nation, en plus tu m'entends régulièrement, je critique la politique d'Emmanuel Macron et je suis pas d'accord. Mais en tout cas une chose est claire, c'est que le type est clairvoyant, le type est efficace. Il est audacieux et il prend des paris que personne n'oserait. Je connais personne qui aurait démissionné 8 mois avant pour dire bah moi je vais y aller parce que ce qui se passe là ça me plaît pas. D'accord? Il a posé dans le jargon ses cojones sur la table ou ses ovaires sur la table parce que mes copines féministes vont souvent m'énerver en me disant nous on n'a pas de cojones, comment ça se passe? En tout cas il les a posés sur la table, il y a été. Alors d'accord il était soutenu par des grands financiers machin etc. On est tous d'accord qu'il a fait il avait des médias avec lui aussi. Hein. Bien sûr, bah, évidemment. Mais média ou pas média, c'était un pari audacieux. Et média ou pas média, en tout cas, on peut reconnaître une chose à La République En Marche. C'est le seul parti à avoir mis autant de gens issus de nos quartiers et issus comme ceux-là qui s'appellent de gauche, etc. Philippe, tu peux te répondre? Je peux te répondre parce que tu nous dis, voilà, il a voulu démissionner parce que ça lui plaisait pas. Qu'est-ce qui fait de différent d'Hollande? Alors, mais pire. Non, mais je considère que c'est même pire que Hollande parce que, mais non, c'est pas que c'est pire. C'est que lui, il l'assume complètement. Il l'a dit dans son programme, mais regardez son programme. Il a dit, mais moi, président de la République, je vais faire ça, ça, ça et ça. Eh ben, il y a une chose qu'on pourra pas lui reprocher à la fin de son mandat, c'est de nous avoir menti. Il nous a prévenu, effectivement, les gens, ils peuvent gueuler tant qu'ils veulent, etc. Je l'entends, mais il a été élu. Bon. D'accord, il a été élu par défaut au 2e tour, j'entends bien, mais au 1er tour, il arrive en tête de gondole. Il n'est pas arrivé en tête de gondole. Il est en train de préparer son second tour face à Marine Le Pen pour 2022. Oui, je pense aussi qu'il y a une vraie déconnexion, même si je sais que t'es pas d'accord, entre la réalité de terrain et notre président. Je pense qu'il est vraiment très très loin de la réalité. Moi je pense qu'il est complètement déconnecté. Il est déconnecté de ce qui se passe. Il n'est pas déconnecté de ce qu'il nous avait garanti, il nous avait promis. C'est ça le truc, attendez. Ah non, il est sur sa ligne. Voilà. Les quartiers populaires, il ne les connaît pas, Philippe. Mais il ne les connaît pas. Donc il peut envoyer Selma avec toute la bonne volonté du monde. Justement, les dispositifs. D'où Selma, Kamel et les autres. Mais tu ne peux pas faire quelque chose avec toute la bonne volonté du monde. Il faut à un moment donné mettre le pied dedans. Tu vois, et connaître un peu le sujet. Non mais par contre, là je suis pas d'accord. Je vais te dire pourquoi. C'est pas parce que on connaît pas les quartiers populaires qu'on ne peut pas comprendre ou entendre les problèmes des quartiers populaires. Moi j'ai une copine, je peux pas donner mon avis parce qu'elle me l'a demandé, qui est née dans le 16e, qui a vécu dans le 16e. Et ses parents droite classique ultra libérale. C'est
Elle gaucho à mort, We Are the World révolutionnaire. Et ben, je peux t'assurer que quand tu vois ce qu'elle fait au quotidien et les implications dans lesquelles elle est bien plus gaucho que certains rouges qui se revendiquent. Non, mais parce qu'elle est, ça c'est vrai. Elle est Est-ce que c'est une référence d'être gaucho, franchement? Non, mais je donne, vous êtes relou quand même. Je donne un réflexe. Donc c'est pas parce que Emmanuel Macron n'est pas issu des quartiers qui ne peut pas comprendre la problématique des quartiers. Mais encore faut-il qu'il s'y intéresse. Mais il s'y intéresse. Je suis désolée, à partir du moment où il a mis un dispositif juste après, il s'y intéresse. Eh ben, on veut des résultats, Selma. Eh ben, il y en a. Les chiffres. Alors, moi, je pense sincèrement que, et je le redis, en parlant de Selma et en parlant de Kamel et en parlant d'autres qui y sont, de manière convaincue, parce qu'ils étaient déjà dans des dispositifs citoyens, des exécutifs citoyens sur lesquels ils ont essayé de faire développer des choses, et parce que d'autres leur ont vendu du rêve et les types y croient jusqu'au bout, soit. Mais je pense qu'en tout cas c'est fait dans la tête de la Startup Nation. Je parle pas d'Emmanuel Macron, mais je parle de ce qu'il y a autour. Et évidemment, il est en haut de la pyramide. C'est sur lui qu'on va lancer tous les colibés. Mais ceux qui sont autour le font de manière non désintéressée, en se disant le jour où les quartiers se réveillent et qu'ils aillent voter d'un seul homme, bah là c'est clair qu'il n'y a pas photo et ils vont raser tout le monde. 17h45. Ils ont raison de le faire. 17h45. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Si je peux reprendre le relais dans cette émission, hein. Je voulais juste dire que les quartiers ne sont pas des déserts politiques. Je pense que c'est important de le dire. Non, ça c'est clair. Mais les politiques nous les ont désertés par contre. Complètement. Oui, enfin ça dépend. Au moment des élections, ils sont tous de retour, hein. D'ailleurs, au travers des marches, au travers de plein de trucs. Sauf que nous, on est là depuis plus de 2 ans et demi. Bon, très bien. Bon, Selma, il y a pas que ça dans ta vie. Il y a pas que ça. Il y a autre chose aussi. On va parler dans un instant. Elle n'était pas venue parler spécialement de ça, je crois. Non, mais après, voilà, c'est un débat, ça fait partie. Et puis. Mais dans le grand forum, quand on vient dans le grand forum, faut assumer tout ce qu'on est. C'est ça. Et encore une fois, là, je vais rester sur ce. C'est que nous, on travaille avec tout le monde. Voilà, Philippe, c'est un ami. Oui. Il a pas voulu venir avec nous. Il est dans son truc et moi je le soutiens parce qu'on a on est exactement dans les mêmes valeurs. Voilà, on a exactement les mêmes idées. J'assume mes amitiés et je suis loyal à mes amis. Ils ont beau être à droite, moi Babar qu'on a enterré ce matin, c'était quelqu'un de droite gaulienne. Moi ça restera mon ami à vita aeternam. J'ai des amis qui sont dits de gauche, j'ai plus beaucoup d'ailleurs, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont partis de la gauche au MoDem et à la République en marche, et je ne renierai jamais mes amis, même si ça doit me coûter politiquement. Ça c'est pas mon problème. Les Orlésiens et les Orlésiennes le savent. Je suis un homme de valeur, je suis un homme intègre. Il se passe toujours quelque chose. Je tiens à vous dire que j'ai reçu officiellement hier l'investiture. Oui, on l'a merci. Bravo. Mais ça me fait plaisir. Mais en tout cas, je tiens à dire une chose, et ça va peut-être décevoir mes copains d'Europe Écologie Les Verts. Je ne serai pas le candidat d'Europe Écologie Les Verts. Je serai le candidat de la famille citoyenne et écologiste. Et l'écologie, ça regroupe pas mal de choses, y compris, bien sûr, Europe Écologie Les Verts, dont je suis toujours adhérent. Et je vous invite tous et toutes le 13 décembre pour le lancement officiel de la candidature. Très bien. Kamel? Oui. Qu'est-ce qui se passe, Kamel? Je suis pas content. Pourquoi t'es pas content, Kamel? Parce qu'il y a des personnes qui sont apolitiques, mais qui travaillent pour un parti politique. Va comprendre ça. Des personnes qui sont apolitiques et qui travaillent pour un parti politique. Tu veux faire référence à Selma, ça? Oui, tout à fait. Est-ce que le but de quelqu'un qui est issu du quartier populaire, c'est de s'embourgeoiser au détriment de ses valeurs? Tout de suite les grands mots. Ah ouais, tu vas franchement, Kamel. Kamel, t'es chaud. Ouh là. Alors là, je pense que là on va loin, là on va loin. Ouais. Non, parce qu'on m'a donné justement, Kamel, la possibilité de faire beaucoup plus de choses avec une petite notoriété, avec mes vraies valeurs, que je ne changerai pas. C'est tout. Je m'embourgeoise dans rien du tout. Je suis pas là en train d'être avec des strass ou des paillettes dans les quartiers. Je suis là pour aider les citoyens, les co-citoyens, et à travailler avec eux sur des problématiques du territoire. Donc voilà, je suis pas assise dans un bureau de boire un café ou un thé. Donc à un moment donné, c'est bien facile de parler comme ça, mais Kamel, je vous invite même, ne serait-ce qu'une petite journée avec moi dans un quartier. On verra si on va s'embourgeoiser. Moi, j'ai juste une petite question et après. Merci mon Kamel. Merci pour la question, Kamel quand même. Bon, voilà, mais faut connaître un minimum les personnes quand même avant de. Ouais. De ça, c'est sympa. Bon alors Selma, elle a fait ses débuts avec une production qui s'appelle d'ailleurs Mediamax, c'est ça?
Alors, mes débuts, c'est avec Canal Maroc en fait, Canal Atlas Maroc. Ouais, c'est en 2011. Oui, donc voilà, j'ai commencé donc à être journaliste. En fait, journaliste sportive avec mon mentor aujourd'hui. Dans le domaine de la boxe, parce que mon mentor aujourd'hui c'est Khalid El Kandili, qui a été multiple champion de kickboxing, qui a fait énormément. Je me suis retrouvée vraiment dans ces mêmes valeurs parce que pour le coup investi dans les quartiers, puisque c'est lui qui a lancé un peu les grands frères dans les quartiers par son association SNJ et par justement ses valeurs sportives, culturelles. Donc voilà, il a mis beaucoup de choses en avant. Et au fur et à mesure du temps, on s'est mis à travailler ensemble. Donc je travaille pour le Maroc en effet, donc en tant que journaliste. D'accord. Et puis petite particularité, c'est que vous avez animé les galas de boxe. Alors j'anime toujours. C'est assez rare d'ailleurs de voir une femme animer un gala de boxe. Il y en a pas. Il y en a pas. C'est la première. Comme ça. La seule. Donc c'est quoi? C'est dans la catégorie poids lourd. Ici présent Philippe Bouriaki, 150 kg. Au coin bleu. On a oublié coin bleu. Attention. Fais pas comme ça. Ah bon? Non. Dans le coin bleu, 72 kilos, 27 combats, 26 mais victoires. ça suit, dis donc, Caro. Bouriaki. Voilà, c'est ça, exactement. Mais vraiment, c'est impressionnant. Moi, la première fois que j'ai vu Selma, c'était à Clichy. Ouais. J'ai dit, quoi? Comment? Comment? Et d'ailleurs, on t'en parlera de ce qui se passe dimanche. Vous avez fait de la radio aussi, Selma? Oui, j'ai fait de la radio sur MOIFM. MOIFM. Ouais, pendant 2 ans. Très bien. Donc beaucoup de casquettes et aujourd'hui donc tu consacres la majeure partie de ton temps donc à cette association d'Emmanuel Macron. Alors oui, et puis ce que je fais à côté aussi, c'est-à-dire que par rapport à mes contacts, alors je suis beaucoup dans j'étais coach en fait dans l'estime de soi pour des enfants de l'ASE. Donc l'aide sociale à l'enfance. Donc j'ai réussi à utiliser mes compétences, ma petite notoriété au niveau radio, télé ou autre, sur le terrain avec ces jeunes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes-là sont cassés, ces jeunes-là ont beaucoup de problématiques, et donc j'ai fait un constat. Et mon bilan, c'était justement, et mes actions, c'était de faire des émissions pour être en fait être en liaison avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce sont des enfants qui sont cassés, même avec des adultes, et puis pour les mettre un petit peu en relation avec le monde actuel, de les sortir un petit peu de leurs problèmes. Bon, voilà. Selma, je te propose une mission. Tu vas m'animer ce quiz dans un instant. Tu vas me les mettre en scène. La Céline Bory et le Philippe Bouriaki qui vont s'affronter dans le quiz dans un instant. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum. Merci d'être avec nous avec Philippe Bouriaki, Céline Bory et Selma Revoli qui est avec nous. Ah oui, ravioli si tu veux. Non, Revoli. Rovini. Il est parti dans les raviolis. Bah j'ai faim en même temps moi. Écoute, qu'est-ce que je te dis moi. Bon, Selma, tu vas bien? Oui, super. Bon, ça va, c'est le grand forum ici, t'as vu, tranquille. Non, c'est bien, j'aime bien échanger moi. Ouais. Ah bah tu vas être servi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça serait une proposition pour intégrer l'équipe ou quoi? Je ne sais pas, après ça se négociera. Selma, avant tout, le quiz qui arrive dans un instant. Et d'ailleurs, les règles ont été légèrement modifiées suite à des mauvaises foi légendaires de beaucoup d'entre vous dans l'équipe, bien sûr. Je vise personne. Je ne me sens absolument pas concerné. Ah bah tu peux ne pas te sentir concerné, évidemment, il n'y a pas de souci. Ceci étant, il y a quelques petites annonces, je crois, à faire. On n'est pas dans les 1000% service, mais je crois qu'il y a Philippe qui a un bon plan à nous proposer du côté d'Orly, et toi, Céline, à Ivry. À Ivry, tout à fait. Alors, Ivry ou Évry? Ivry dans le 94. Chez Sabrina Sebaï. Exactement. On salue, qui a été aussi, qui est tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, candidate à la mairie de Ivry. Voilà. Exactement. Coucou à toi, Sabrina. Oui, alors attends, j'ai fait une capture d'écran. Il se passe un truc à Ivry, c'est vendredi soir. C'est au quartier du Port. Il y a la diffusion d'un film qui s'appelle Un racisme à peine voilé. Donc, pardon, qui s'appelle Un racisme à peine voilé. C'est organisé par l'association Kinkilia. Donc c'est de l'éducation populaire, et vu ce qui se passe actuellement, je pense que la polémique qu'on a eue sur le voile, ça peut être super intéressant. C'est en présence de Christelle Husson, qui est une ancienne du MIB, qui est une femme formidable, et ça se passe vendredi, donc 22 à 19h à la maison de quartier à Ivry-Port. C'est 42 rue Jean-Jacques Rousseau, et je vous invite tous à y être parce que ça va être super intéressant, et puis ce sera suivi d'un débat. Ouais, très bien. C'est vendredi prochain donc. Tout à fait, vendredi 22. Très bien. Philippe Bouriaki, il y a Selma, pas Selma.
Swad Massi, pardon, qui sera à Orly. C'est ça, la chanteuse Swad Massi, samedi 23 novembre, donc samedi qui arrive à 20h au centre culturel 1 place Louis Aragon 94 310 dans la plus belle ville au monde qui s'appelle Orly. Et donc le concert de Swad Massi dans le cadre de la nuit de la solidarité par l'association Passerelle Orly Sud, et on fait un gros bisou tonton Asdine. Ouais. Et attention, ça sera suivi d'un bal de la solidarité avec la fanfare Ziara. Bon, Je peux allez. donner aussi un petit... Vas-y, rapide. On a un gala le 24 novembre au gymnase Japy contre les violences faites aux femmes, et donc c'est 100% Muay Thai féminin. Voilà. À quelle heure? Je vous invite. Dès 16h, on peut venir dès 16h. Dès Donc 16h, et les voilà. places, c'est À savoir 10 que €. c'est Teresa, la femme de Joe Prestia, qui Oui. a été multiple champion. On aura des personnalités qui soutiennent, donc vraiment avec une Cathy association, Cathy Pachi, marraine, Daniel Alouche, donc contre les violences faites aux femmes. Il faut venir, il faut soutenir. Voilà, on vous retrouve là-bas. Donc 100% Muay Thai féminin. Bon, alors, Et rapidement. dernière chose, Ah, mais vous voulez pas qu'on fasse le quiz ou c'est comment? Si, juste en 2 minutes. Aujourd'hui, c'est la sortie du film Les Misérables de Ah Lajli oui, que j'ai j'ai envie eu la d'aller chance de voir en avant-première, et je vous invite à aller le voir parce que c'est vraiment un super film. Et il y a notamment Almami Kanouté qui est dedans, à qui je passe un grand bonjour. Mais allez-y. Et Bon, le quiz, messieurs dames, Philippe Bouriaki face à Céline Bory. Aujourd'hui, les règles ont été légèrement modifiées. On peut répondre avant la fin de la question, La mais pression. attention, celui qui répond et qui donne une mauvaise réponse se doit d'attendre la fin de la question pour faire une nouvelle proposition. Ai-je bien été clair? très clair, très chef. clair. On y va, c'est parti, on enchaîne très vite, tu vas voir ce que c'est de la vraie boxe, Ouais, Selma, je vois tu vas voir, ça, ça va ouais. cogner dur. C'est du combat. Première question, mes amis, mes questions ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre. En quelle année a été instauré le septennat présidentiel en France? 95. Pas du tout. Le 94. septennat 81. Non. Le septennat, présidentiel. On est en 1800 quelque chose. Ah, le septennat. Le septennat, ouais. Non, le septennat. 1891. Pas un peu moins. 90. 1889. Moins. 87. Moins. 1880. Moins. 1870. Ou plus. 1875. Moins. 74. Moins. 1873. Oui. 1500. On est au juste prix ou Ben oui, c'était presque ça. 1873 est un bon point. Céline Bory. Je le savais. Deuxième question, on y va. Deuxième question. Quel artiste mondialement connu présente son fils en le prenant à bout de bras en haut Michael Jackson. Mais c'est bon, vas-y, va. Moi, je suis à côté, j'ai mal à l'oreille. sérieux. Non, on était en simultané là-bas. Jamais de la vie. On était Jamais de la Selma, on était à. Franchement, c'était pareil. Quoi? Non, Non, Je jure que c'était pareil. Écoute, on était en. mon oreille, elle a pris un coup, c'était pareil. Non, mais toi, t'es devant la caméra déjà. Donc, Monsieur Delessin, Radio Corotel, Bon, alors, vous cherchez quelqu'un pour ici. Qu'est-ce que je fais là? Parce que là, je suis Je te incapable jure de que c'est moi. départager. Je te jure. Non, on était Pour moi, exactement en c'était- même temps. Je dis Michael Jackson. Je te jure. Eh ben, je dis j'ai En dit même Michael temps, Jackson. en même temps. T'as dit Elvis Presley. Bon, allez, En même vas-y. temps. On met le point à deux? Au deux? Ouais, au deux. Allez, voilà. Allez, ça fait 2-1 pour Céline. Mais tu vas pas te rattraper, mon fifi, tout va bien, t'inquiète pas. Il reste encore 2 questions. Qui fut celle qui a été élue à l'Académie française à l'âge de 81 ans en 2008? Simone Veil. Simone Veil est une excellente réponse. Bah Bravo, voilà. monsieur Ouais. Bouriaki. Voilà, monsieur Bouriaki. Ouais, mais- Effectivement. Il est plus calme. Elle avait pris la place, d'un ancien Premier ministre qui s'appelait Pierre Messmer, qui est décédé d'ailleurs le 29 août 2007. On est à 2-2. Égalité Mais il a parfaite. ressuscité le lendemain. Oui, bon, ça, c'est autre chose. 4e question. Je cherche un général et homme politique espagnol mort en 1975. Franco, c'est Céline. C'est Céline. C'est Oui, Céline. c'est Céline. 3-2. Attention. Peut-être que Céline va peut-être gagner le quiz aujourd'hui. Le suspense est à son comble. Je cherche une chanteuse soprano américaine née en 1948. Barbara Hendricks. Barbara Hendricks, elle l'a eu. Oui. La victoire est pour Céline. Et là, elle est incontestable. On est d'accord. Ne conteste pas. Bravo. Merci. Voilà, Philippe qui reconnaît sa défaite. Alors là, Selma, ça vaut vraiment le coup que tu reviennes. Là, pour le coup, je dirais la victoire pour Céline. Avec grosse pression. Merci pour Merci beaucoup Selma d'être venue dans notre émission. merci de votre À invitation. très bientôt et À quand tu bientôt. reviens quand tu veux, d'accord? Avec plaisir, merci Bon, à vous. à très vite et À continue de bientôt. bosser pour les habitants des quartiers, c'est important. Vous inquiétez pas. Oui, Merci ma Céline, je t'embrasse très fort. Ne cherchez plus de pâtes de poulet à Paris, Merci à Bessem, à ils a tous. tous acheté. Bon, salut mon fifi. Salut. Tu vas t'en remettre? Ouais, promis. 2 défaites d'affilée, ça fait mal quand même. Promis. Mais je reviens demain. Non, interdiction. Allez, dehors tout le monde, on est de retour demain sur France Maghreb 2 évidemment. Passez une excellente soirée à l'écoute de votre radio. Le point sur l'actualité de ce mercredi soir avec Sophie Terrence pour le journal tout de suite. Bonsoir Sophie.
Bonsoir à tous. C'est sa réponse à la crise des hôpitaux. Le gouvernement a présenté aujourd'hui son plan d'urgence, une série de mesures qu'on vous détaillera dans un instant et qui suscite des réactions mitigées de la part des syndicats. Un premier pas encourageant pour certains, rien de plus que des mesurettes pour d'autres. Le nitrite dans le viseur de plusieurs associations. Caché dans nos aliments de tous les jours, il pourrait être nocif pour la santé. Après 8 mois de crise, le gouvernement a annoncé son plan d'urgence pour sauver l'hôpital public. Édouard Philippe, le Premier ministre, s'est exprimé ce matin aux côtés de la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour tenter de calmer la colère des blouses blanches. Le gouvernement tente de répondre à plusieurs priorités. Et Boris Karlamov, c'est donc une série de 14 mesures qui a été dévoilée. Oui, avec comme principale mesure cet investissement de 1,5 milliard d'euros sur 3 ans, avec une première enveloppe de 300 millions d'euros dès l'an prochain. Le Premier ministre qui a également évoqué un investissement pour l'achat de matériel et la rénovation des services, avec une enveloppe cette fois de 150 millions d'euros par an. Et puis il y a surtout cette annonce sur la reprise de la dette de l'hôpital, 10 milliards d'euros sur 3 ans. Enfin, une série d'annonces qui concernent cette fois les primes pour les personnels. Une prime annuelle de 800 euros pour les 40 000 infirmiers et aides-soignants d'Île-de-France qui gagnent moins de 1 900 euros par mois. Pour les autres, Agnès Buzyn a annoncé une prime à l'engagement et à l'investissement des personnels de 300 euros. 600 000 professionnels devraient en bénéficier. Réaction plutôt mitigée du côté des syndicats. Pour Zéna Briette, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, c'est un bon début, écoutez. C'est plutôt un signal positif pour nous. C'est une reconnaissance de la place de l'hôpital public, à la fois au plan national, et vous savez combien les Français y sont attachés. 87% des Français sont attachés à l'hôpital public, et c'est une reconnaissance sur les territoires, et c'est aussi une reconnaissance des professionnels qui exercent. Maintenant, il faut examiner le détail des mesures, mais on peut peut-être dire que c'est la première fois depuis plus de 15 ans, où effectivement on n'annonce pas d'économie pour l'hôpital, où on annonce une lisibilité pluriannuelle et où on annonce que on va revaloriser les carrières à l'hôpital. D'autres, au contraire, dénoncent des mesurettes. De son côté, le collectif Interurgence pourrait rejoindre la grande manifestation nationale du 5 décembre contre la réforme des retraites. Pour lui, le gouvernement ne répond pas aux problématiques. Autre plan présenté aujourd'hui par le gouvernement, celui pour mieux lutter contre les violences faites aux enfants. Un plan présenté par Emmanuel Macron à l'UNESCO à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. 22 mesures et parmi elles, des sanctions renforcées pour toute personne qui consulterait des images pédopornographiques. Elles ne seront plus autorisées à travailler auprès d'enfants, promet le chef de l'État. Emmanuel Macron donne 6 mois aux acteurs d'Internet pour mettre en place un contrôle parental par défaut. Emmanuel Macron qui reçoit ce soir 1700 maires à l'Élysée. C'est en marge du congrès des maires de France. À la veille de l'entrée en bourse de la Française des Jeux, son action est fixée à 19,90 € pour les institutions, 19,50 € pour les particuliers, annonce le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Michel Fourniret est-il impliqué dans la disparition de la petite Estelle Mouzin en 2003 ? Son ex-compagne Monique Olivier sera entendue demain par la juge d'instruction de Paris en charge de l'affaire pour évoquer notamment l'alibi du tueur en série. Le soir de la disparition de la fillette de 9 ans en Seine-et-Marne, son corps n'a jamais été retrouvé. Monique Olivier a été condamnée à la prison à perpétuité pour sa complicité dans 4 des meurtres de Michel Fourniret. Presque une semaine après les importantes chutes de neige, 7000 foyers restent privés d'électricité en région Rhône-Alpes. Les agents d'Enedis continuent de rétablir progressivement le courant. Au plus fort des intempéries, 200 000 foyers ont été privés d'électricité. Notez que ce soir, le département des Landes est toujours en alerte orange aux inondations. Est-ce la fin du nitrite dans nos assiettes ? Plusieurs organisations appellent aujourd'hui la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, à interdire ces produits dans notre alimentation en lançant une pétition des substances potentiellement cancérigènes, comme le dénonce la Ligue contre le cancer, Arthur Lemahou. Ils sont dans le jambon, le pâté et les saucisses, des additifs classés cancérigènes en 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer. D'après l'Institut, les nitrites seraient responsables chaque année de 4004 cancers. Pour l'instant, cela reste hypothétique. Aucune étude ne prouve une corrélation entre les deux facteurs. La charcuterie donc, mais également certains produits du rayon frais comme les surgelés par exemple. Pour les industriels, difficile de se passer des nitrites. Ils font valoir leurs bénéfices dans l'absence de formation de microbes dans les aliments. Le député MoDem Richard Ramos avait proposé en octobre un amendement pour taxer de 10 centimes par kilo la charcuterie avec additifs.
Un projet de loi rejeté par les parlementaires. Et puis c'était l'angoisse de beaucoup de parents épuisés d'entendre en boucle Libéré, délivré. La Reine des Neiges est de retour au cinéma pour la suite des aventures d'Elsa, de sa sœur Anna et du bonhomme de neige Olaf, doublé par Danny Boone. Le premier opus sorti il y a 6 ans est devenu le film d'animation le plus lucratif de l'histoire du cinéma. Et voilà pour ce qu'on pouvait retenir de l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb.